La santé mentale et sa prise en charge ont rarement été évoquées dans l'espace public sénégalais. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération semble vouloir briser le silence avec des discussions autour de la gestion émotionnelle, du stress social et des dérèglements socio-psychiques qui peuvent exister chez beaucoup d'entre nous. À l'aube du drame de Sacré-Cœur, nous réouvrons une nouvelle fois le débat dans votre émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir d'être accompagnée par deux experts des comportements sociaux. Tout de suite, on accueille Dr Souleymane Lo. Bonjour docteur. Bonjour Sophia. Un habitué de ce plateau, content de vous recevoir. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Toujours un plaisir pour nous aussi. Donc vous êtes sociologue, pour le rappeler, et spécialiste en comportements sociaux, entre autres. Évidemment. Merci beaucoup. On a aussi M. Seydina Mohamed Laïsamb. Bonjour M. Samb. Bonjour Sophia. On vous appelle aussi coach Samb, Ouais, parce que vous êtes coach en développement personnel. Absolument. Cette nouvelle... on va dire cette nouvelle discipline qui connaît un gros succès actuellement à travers le monde, dont vous allez nous parler. Et il faut le dire, vous êtes doté d'un certificat en stratégie individuelle. Absolument, c'est ça. Parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec vous, Dr Lo. On parle de santé mentale, un sujet qui est assez lourd et qu'il faut comprendre, tout simplement. J'aimerais commencer par prendre l'exemple de cette jeune fille, Anna Gay, de 28 ans, qui avait lancé le hashtag Silonek sur les réseaux sociaux en 2020. Comment vas-tu? Que fais-tu un peu pour parler aux gens et demander aux gens leur état psychologique du moment? Elle affirmait, il y a de cela un an, que par peur d'être incompris, les gens ne s'étendent pas sur le mal-être qu'ils vivent dans notre société. Qu'on n'a pas cette habitude de discuter un peu de notre état émotionnel et psychologique au Sénégal. J'aimerais vous demander en tant qu'expert dans tout ce qui est comportements sociaux, d'où vient cette affirmation? Déjà, est-ce que vous pensez qu'elle est véridique? Et d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle s'inscrit vraiment dans notre génétique sociale en tant que Sénégalais? Merci Sophia, merci en tout cas pour cette citation qui est vraiment importante, et qui est riche donc en enseignements, qui veut beaucoup dire donc, dans la société. Lorsqu'on a peur évidemment de se révéler à autrui, c'est par rapport évidemment à la société. Et comme le disait Jean-Paul Sartre, l'autre, donc l'enfer c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Et l'enfer dans le sens où c'est par rapport au regard d'autrui. Et ce regard d'autrui traduit une société, évidemment, en termes donc de codes, en termes donc de normes. Parce que la société, c'est à travers donc les interactions qui sont définies, en tout cas réglementées par les normes, les règles, les codes de conduite, etc., qui font que, évidemment, notre comportement donc, dans la société ne peut avoir sens que par rapport donc, à ces normes, que par rapport donc, à ces valeurs qui nous ont été donc, inculquées d'une manière ou d'une autre, donc, au niveau donc, du cercle familial. Alors, lorsque l'individu a peur, en général, de se révéler à autrui, c'est par rapport donc, à ce regard. Et le regard, en général, est plein donc, de réprobation, de reproches, de sanctions. Comment devrais-je être vu par l'autre si je me révèle à lui? Si je me révèle à lui, c'est parce que, au fond de soi-même, nous avons évidemment donc quelque chose qui ne rime pas, qui ne colle pas avec les attentes donc, de la société. Et on a du mal à vouloir donc, le partager parce que le quand dira-t-on nous tient esclaves par rapport donc, à ce que nous sentons par rapport à soi-même. Pourquoi? Parce que pour faire fonctionner la société, elle est bâtie évidemment sur une dualité, en tout cas du bien et du mal, le bien et du mal, entre le normal et l'anormal, le permis et l'interdit. Donc ce sont ces formes de sanctions, d'une façon ou d'une autre, en termes donc, de récompenses ou en termes donc, de sanctions négatives, qui continuent à donner sens donc, à la société, de telle sorte que les individus qui vivent en interrelation sont d'une façon ou d'une autre ordonnés, en tout cas à la limite maintenus donc, dans un carcan donc, de sociabilité. De ce fait que quand quelqu'un sort, je donne donc un exemple. Oui. Supposons que dans la société, en matière donc d'amour, effectivement, il y a des règles qui sont établies, des normes qui sont effectivement donc à ne pas être franchies par donc les membres de la société. Par exemple, dans une société peul ou ethnique peul, on parle de l'endogamie qui constitue évidemment une croyance ancestrale. Alors, si je suis un membre donc, de la société, une femme par exemple,
et qu'il m'arrive d'avoir, et qu'il lui arrive du moins donc d'avoir des sentiments en dehors donc de son cercle familial, en dehors donc de ce qui est permis, Oui. avec donc un autre membre de la société, et que ceci donc est un interdit fondamental. L'individu peut avoir peur de s'ouvrir donc à un semblable sur ce sujet, parce que simplement cette peur viendrait par rapport maintenant à l'incompréhension, en tout cas à la non-réponse qu'il est en train de lui-même donc de rechercher auprès de l'autre. Qu'est-ce qu'il penserait, en tout cas, si je lui raconte donc mon cas? Si je lui dirais que je suis tombé amoureux donc d'une personne qui m'est interdite par donc les règles de ma société, par donc en tout cas la culture donc en tout cas à laquelle donc j'appartiens, la société à laquelle donc je m'identifie, automatiquement donc la personne peut avoir peur donc de s'exprimer. Alors donc à ce niveau, on comprend évidemment que c'est par rapport donc à ces règles de la société que l'individu qui est en phase donc à la limite transgresser, éprouve donc cette peur, ce sentiment qu'il transite de telle sorte qu'il a du mal donc à vouloir s'exprimer donc en tout cas au regard de la société, particulièrement de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. En général, c'est avec un inconnu, d'ailleurs, qui est beaucoup plus préférable de s'ouvrir pour parler donc de soi-même que de le faire donc avec donc des personnes que nous connaissons. C'est ça, c'est ça. Et on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ces attentes sociales qui sont nombreuses et notre approche face à elles. J'aimerais poser la question à Coach Samb, justement le concept de développement personnel. Vous pouvez nous en donner une définition, s'il vous plaît, nous parler un peu de sa popularité actuellement et son importance. Merci beaucoup, Sophia. Et je pense que la question est assez pertinente parce qu'aujourd'hui, entre autres, on parle de coach en développement personnel, de motivateur, on parle de mentor. Bon, il y a beaucoup de concepts, mais il faudra juste comprendre que le développement personnel n'est pas un concept qui est nouveau. Seulement, c'est le mot qui a évolué. Mais si vous vous rappelez bien, en philosophie, il y avait Socrate qui théorisait le connais-toi toi-même. Oui. Alors aujourd'hui, en développement personnel, on nous enseigne la connaissance de soi, se connaître et tout. Mais si on se rappelle de connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les cieux, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est rien. Donc là, on dit que Socrate n'a rien enseigné à quiconque. Donc lui, il disait, je le cite, que Athènes est comme un cheval paresseux et moi je suis le taon qui doit le réveiller et le maintenir en vie. Donc à chaque fois qu'il posait des questions à ses interlocuteurs pour la prise de conscience, et ce ne sera pas à lui de leur dire qui ils sont, mais de poser les bonnes questions afin qu'ils puissent prendre conscience de qui ils sont réellement et de pouvoir vivre dans une vie qui est épanouie. Maintenant, aujourd'hui, c'est le même concept. Mais si on a constaté pourquoi on a arrêté de parler de connais-toi toi-même, de l'évolution de la philosophie pour en arriver au développement personnel, c'est parce qu'arrivé au XVIIIe siècle, avec l'avènement de la science, là on voit qu'il y a déjà la philosophie qui commence à être remise en question. Et même avant l'avènement de la science, en grec, il y avait, en Grèce, il y avait les Grecs qui disaient souvent primum vivare dende philosophare, donc qui veut dire en français vivre d'abord, philosopher ensuite. Donc la place de la philosophie qui commence à être remise en question et remise, disons, léguée au second plan. Et arrivé au XVIIIe siècle aussi avec l'avènement scientifique, il y a ce qu'on appelle le positivisme scientifique, c'est-à-dire que tout ce que la science dit ou fait, c'est exact, ok? Donc là, on commence à dire que c'est la science qui nous procure la famille des heures, bon, ventilateurs, téléviseurs, alors qu'eux, à côté, ils ne sont là qu'à parler. Et maintenant, si vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec la science, on a connu la Première, la Seconde Guerre mondiale, on se rappelle toujours Hiroshima, Nagasaki. Alors, donc là, on se dit, est-ce qu'on n'a pas besoin de disciplines qui vont être, comme disait Descartes, la conscience des sciences? Et donc, parmi ces disciplines, l'on parlera de la psychologie, l'on parlera de la sociologie, l'on parlera aussi du développement personnel. Donc, c'est le concept qui est nouveau, mais en tout cas, c'est une discipline qui est transversale. Et pour être coach, il va falloir avoir des notions en psychologie, en sociologie et même en philosophie. Maintenant, le développement personnel, pour donner une définition, on dira qu'à sa base, on parlait de coach sportif, parce que les gens croyaient que c'était juste le physique qui devait être mis à niveau. Mais jusqu'au jour où on se rend compte que le physique n'est rien d'autre qu'une partie externe, une forme d'extériorisation de notre fort intérieur. Parce que souvent, moi je me rappelle, je ne savais même pas qui j'étais en fait, parce que je me disais que je suis Seydina Mohamed Aïssam. Mais je ne savais pas que ça, c'est la réponse à la question comment t'appelles-tu? Mais pas qui es-tu? Voilà, mais pas qui es-tu? Et donc quand je me rends compte que Seydina Mohamed Aïssam, c'est juste des mots qu'on appelle prénom et nom, que deux personnes qu'on appelle papa et maman,
ont décidé de me donner, mais ce n'est pas ce qui font de moi en fait qui je suis. Et là, je me rends compte que ça, ce n'est qu'une dernière dimension. Mais l'être humain, c'est 3 dimensions. Que nous sommes des êtres spirituels et on est dotés d'intelligence et ces deux sont logés dans un corps physique. Donc si vous investissez dans ce corps physique, oubliant les 2 éléments les plus essentiels qui sont dans notre fort intérieur, là, vous avez mieux échoué avant de démarrer. Et là, si vous avez constaté, si vous avez vu les pays les plus développés connaissent un taux de suicide plus élevé. Oui. Donc la réussite est tout simplement matérielle. Est-ce qu'on parle de croissance économique? Si vous prenez le cas des pays asiatiques, leur développement économique n'est pas équilibré avec leur développement humain. Et donc tout ça sont des questions qui poussent maintenant les gens, du point de vue mondial, à donner plus de valeur et plus de crédit au développement personnel. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de développement personnel, de motivation, surtout aussi avec l'entrepreneuriat. Donc ce sont des disciplines transversales qui donnent plus de crédit et de valeur aux coachs. Maintenant, qui sont les coachs? Ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. C'est sûr qu'on y reviendra à la question qui sont les coachs. Vous avez répondu à la question c'est quoi le coaching, ou ce qu'il devrait être en tout cas. Et je pense que ça nous permet d'avoir établi certaines bases de la société sénégalaise et la place du coaching. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à cet événement qui s'est passé le week-end dernier, Dr Lo, le drame de Sacré-Cœur. Pour ceux qui ne savent pas, un petit rappel des faits, c'est le docteur qui s'est suicidé en emportant ses 3 enfants. Donc il y a eu meurtre de 3 enfants et ensuite suicide du père. Il a laissé une lettre de 10 pages à son ex-femme pour expliquer un peu ce qui l'a poussé à cet acte. Des explications que chacun a interprétées d'une manière ou d'une autre. On vous a sur ce plateau, donc j'aimerais vous demander en tout cas votre avis professionnel et votre analyse professionnelle de ce cas-là qu'on connaît maintenant comme le drame de Sacré-Cœur. Merci. En fait, moi, ce que je voudrais d'abord, en tout cas, aborder pour permettre davantage aux Sénégalais de comprendre, je ne dirais pas que exactement c'est son cas ou pas, mais une analyse un peu générale, en tout cas dans laquelle on peut situer le fait. Alors, vivre en société, c'est évidemment adopter les normes et les règles de cette société. Comme l'on dit, l'homme n'est rien d'autre que le produit donc, de sa société, de son milieu, de son groupe social. Alors, on n'est pas personnellement un individu à part entière, de façon isolée. Nous vivons dans la société, même quand ceux qui sont donc des développeurs personnels parlent donc de connaissance de soi. Mais il n'y a pas de connaissance de soi mieux que la connaissance collective de ce que la société veut, de ce que la société interdit, de ce que la société permet. Donc de faire, de ne pas faire. Alors l'ensemble de nos manières de sentir, que ce soit donc dans le cadre de l'amour, de nos manières donc de faire, d'agir, de nos manières de voir, de marcher, d'être en relation avec donc autrui, l'ensemble donc de ces éléments sont codifiés donc dans la société. Et que l'individu n'est individu que lorsqu'il reflète évidemment donc cette réalité. Ça c'est important. Alors donc là c'est par le biais de la socialisation qui est le canal principal par lequel donc on va apprendre à l'enfant d'intérioriser donc l'ensemble de ces valeurs et de ces normes pour pouvoir les refléter. Maintenant, du moment où l'enfant ou l'individu effectivement les adopte, il ne ressent pas en contrepartie aucune contrainte. Mais du moment où il a donc du mal évidemment à les refléter, c'est à ce niveau qu'il est en conflit avec la société, en conflit avec donc les règles. Et en général, c'est par le retranchement qu'il cherche donc à se régler. Alors, donc, ne pas être ou avoir donc du mal, évidemment, à refléter donc la société, l'individu en tant que tel, crée ou occasionne ce qu'on appelle des troubles de la personnalité. C'est ce que les psychologues à ce niveau donc interviennent pour comprendre qu'est-ce qui amène ces troubles donc de la personnalité. Alors, il y a beaucoup de troubles de personnalité qui sont là, visibles. On peut en citer quelques-uns pour montrer évidemment que ces troubles ont comme cause le non-respect ou la difficulté d'intérioriser donc les règles sociales. Alors, je donnerai comme le cas donc des paranoïades, qui sont donc des personnes qui sont très méfiantes, qui vivent donc la méfiance, la suspicion, qui portent la suspicion, qui ont peur constamment d'être en relation avec autrui. Le cas que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est dans ce sens-là. Parce que simplement, la personne a peur d'être trahie, il a peur d'être exploité, il a peur donc d'être trompé. Pourquoi il en est ainsi? Parce que évidemment, au niveau donc de son enfance, évidemment, comme le dit Jean Piaget, que l'adulte n'est rien d'autre que l'enfant qu'il a été. Oui. C'est pourquoi l'éducation, elle est fondamentale. Et si on rate la socialisation, ça peut avoir donc des répercussions comme troubles.
comme donc, ce que j'ai cité tout à l'heure, donc le cas donc, des paranoïades. Parce que la personne, d'une manière ou d'une autre, a été habituée à être trompée en tant qu'enfant. Vous envoyez, donc, vous avez promis quelque chose à votre enfant et que vous ne le réalisez pas en tant que père. Vous lui demandez donc de faire quelque chose, il l'a fait, et qu'en contrepartie, vous n'avez pas respecté ta parole. Donc, ces formes de tromperie vécues donc, au sein du cercle familial, qu'on banalise, hein, qu'on banalise, peuvent poursuivre donc, la personne de telle sorte que quand elle devient donc grande, quand elle devient une grande personne, elle peut toujours, en tout cas, se rappeler donc, le passé pour ne plus avoir confiance en personne. Ouais. Ce qui l'entraîne, ce sont les parents. Alors, un autre fait, c'est ce qu'on appelle l'antisocial. C'est un trouble donc, de la personnalité, que les psychologues interprètent donc, de la manière, mais qui n'est rien d'autre qu'une conséquence également d'une mauvaise socialisation. Pourquoi? Parce que quand je demande à mes enfants de faire ceci ou cela, alors que moi-même, je ne me donne pas un exemple donc, dans ce sens-là, je suis en train donc, de détruire sa conviction morale par rapport donc, à cette règle-là. Je dis, il ne faut pas mentir, et je mens. Oui. Alors, quand je dis à l'enfant ne pas mentir, je continue donc à mentir, mais l'enfant finira par dire que le mensonge, je m'en fous. Oui. Mais mon père ment, ça n'a pas de sens. Si je dois trahir, je dis, il ne faut pas trahir donc son prochain. Et que moi-même, je vois que dans mes comportements, je continue à trahir, et que mes enfants m'observent faisant donc en tout cas cela. Évidemment, à la fin, donc l'enfant finira par ne plus accorder une importance donc à la trahison. Donc, l'antisocial, c'est le mépris donc des règles, évidemment, et quelles que soient donc les conséquences, que ce soit sur soi-même, que ce soit donc sur la société, l'individu n'en a que faire. Donc, il fera ce qu'il veut faire. Oui. Et tout ceci, c'est un trouble, certes, donc, de la personnalité, qui peut avoir donc, des conséquences ultérieures, mais qui vient, en tout cas, qui trouve sa source à partir donc, de la socialisation. Et un autre trouble, pour en terminer, c'est évidemment ce qu'on appelle, donc, le trouble l'eschizoïde. Okay. Donc, c'est un mot allemand. Oui. Le schizoïde, c'est le désintéressement par rapport à autrui. C'est-à-dire que l'isolement, ceux qui sont habitués à être isolés, les enfants qui sont punis, c'est-à-dire la punition souvent donc dans les maisons, peuvent avoir comme conséquence ce trouble-là. C'est-à-dire que punir un enfant, va au coin, reste là-bas, mettez-vous à genoux. Tu le punis à longueur donc de journée, tu le maltraites, finalement, il rompt donc le contact avec autrui. Même quand il devient grand, il peut nourrir ce complexe donc d'être ou d'avoir donc des difficultés relationnelles avec donc les autres. Et ceci, c'est parce que l'éducation n'a pas été correctement donc maintenue, parce que c'est vrai, il faut sanctionner, mais il faut savoir donc évidemment connaître la limite donc, de la sanction, parce que à trop faire, ça peut avoir donc ces répercussions donc sur l'individu. Donc, il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui ont des comportements donc antisociaux, simplement parce que, à la limite, ils s'en ont arrivés là. Ou bien qui ont donc des comportements schizoïdes, parce qu'évidemment, ils ont été éduqués d'une manière qui a l'impact, qui a une répercussion donc, négative sur leur vie. Et je termine avec ce cas-là, qui peut être compris dans le sens donc, de ce drame qui est évoqué tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle donc les borderline. Alors, c'est un trouble de la personnalité lié au fait que la personne a peur d'être rejetée. C'est-à-dire que dans l'éducation, les enfants dont on dit qu'on couvre de trop, à qui on donne toutes les adorations possibles, l'affection, peuvent nourrir en tout cas ce trouble, peuvent vivre donc ce trouble de la personnalité une fois qu'ils deviennent donc grands. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils deviennent donc adultes. Pourquoi? Parce que à chaque fois ils ont besoin donc d'être admirés, d'être choyés, d'être aimés, d'être au centre donc de l'adoration, d'être assurés. En général, quand tu prends la lignée Lébou, l'enfant est beaucoup plus proche donc de sa maman qu'il ne l'est donc de son papa. Alors, quand on prend donc le gars, je ne dis pas, mais je dis que quand on le prend, dans la logique traditionnelle donc Lébou, l'enfant est beaucoup plus proche donc de la maman que donc du père. Et la relation avec donc, le père est plutôt nominale, à la limite se limite donc à des relations secondaires. Mais c'est la maman qui fait le tout, qui couvre donc l'enfant d'affection, etc., etc. Alors, cet excès donc de couverture, d'adoration, d'affection chez l'enfant peut lui coûter cher, donc au finish. Ça peut évidemment avoir donc cette répercussion qu'on appelle, en tout cas ce trouble donc, de borderline, qui fait que même marié avec une femme, si toutefois il ressent donc un certain rejet,
il ne ressent pas l'admiration, la réciprocité donc, du sentiment, etc. Que lui donner sa mère. Cela va devoir donc, lui créer une dépression, c'est-à-dire donc, de ce trouble donc, de la personnalité. Il peut parvenir donc, à être dépressif. Alors donc cette dépression peut avoir donc des conséquences comme un acte donc de drame. Et en général, même ceux qui souffrent donc de ce trouble de la personnalité ont tendance à vouloir aller vers le suicide. Donc on a même expérimenté qu'ils ont besoin d'aller vers le suicide pour simuler un suicide, dans le sens d'attirer l'attention sur eux. Ouais. Parce que quand ces personnes souffrent, évidemment l'entourage peut ne pas savoir pourquoi ils souffrent. C'est pourquoi il faudrait relier la question sociale, psychologique, pour pouvoir comprendre donc un comportement quelconque. Donc en général, ce sont des individus qui en arrivent là et qui peuvent à la limite combiner autant donc de troubles de personnalité. C'est possible d'être borderline, d'être schizoïde ou donc paranoïade. Donc si tout ceci se ressemble et qu'ont comme conséquence en tout cas une mauvaise socialisation, mais l'individu ne peut plus intégrer la société. C'est pourquoi il faudrait évidemment aller vers donc, des sciences de thérapeutie, de la thérapeute, pour pouvoir également soigner donc, la personne. Donc de ces difficultés, de cet état psychique, en tout cas qui le gouverne et qui l'empêche donc d'être un être normal pour le réintégrer. C'est pourquoi il va falloir souvent qu'on mette l'accent, le curseur, sur donc, la rééducation. Et le développement personnel donc, est une solution parmi tant d'autres pour que l'individu puisse en tout cas acquérir des compétences sociales. Quand on n'a pas les compétences sociales, c'est-à-dire quand on a des difficultés à réintégrer la société, évidemment, on peut disjoncter donc un jour à l'autre. Tellement de précisions importantes à faire. Et puis, je rajoute dans ces précisions que, bien entendu, vous basez cette analyse professionnelle sur un schéma social assez général qu'on vit dans ce pays et non particulier. J'aimerais poser justement la question à Coach Samb en vous demandant si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce drame de Sacré-Cœur, votre analyse là-dessus en tant que coach en développement personnel, et vous demander en même temps quels sont ceux qui ont besoin de développement personnel, à votre avis? Est-ce qu'ils ont un profil particulier? Comment vous analysez le profil de ce docteur qui a commis ce drame? Alors, je pense que c'est une question qui est assez, disons, sensible. Oui, bien sûr. Mais aussi assez aussi pertinente, parce que je pense que c'est son cas qu'on a vu. Mais de la manière dont nous sommes éduqués au Sénégal, dans nos sociétés, parfois, surtout chez nous, chez les hommes, on est éduqué pour être des Superman, quoi, ok? Oui. Des Spider-Man. Ça veut dire que on est là sans émotion, on est là, pas Gourde de ressenti, gourde joy, voilà, ce genre de choses. Alors bon, si on parle de cœur, donc c'est juste quelque chose qui est commun en fait. Tout le monde a un cœur et tout le monde a des ressentis, tout le monde a des émotions, a des sentiments, a des pulsions. Et donc dans ce contexte, si on nous éduque au sens où on n'a pas le droit d'extérioriser nos sentiments et qu'à chaque fois il faut toujours garder nos émotions, nos sentiments pour nous-mêmes, souvent il y a des dérives et parfois il y a des conséquences qui sont irréparables. Maintenant, en ce sens, moi je vais plutôt m'accentuer sur ce qu'on appelle la gestion des émotions. Parce que dans le développement personnel, la quatrième partie qui est celle la plus importante selon moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Oui. Et maintenant, traditionnellement, nous avons 6 émotions. Nous avons ce qu'on appelle la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur et la surprise. Maintenant, la différence entre une émotion et un sentiment, c'est qu'un sentiment est un regroupement d'émotions. À chaque fois que vous avez 2 ou 3, en tout cas plus, d'émotions qui se regroupent, vous avez un sentiment. Par exemple, si on prend le cas du stress, le stress est un sentiment qui est provoqué par 2 émotions, qu'on appelle la peur et la surprise. Ça veut dire aujourd'hui, si vous avez peur d'une chose, vous êtes surpris par un événement, une information, quelque chose, automatiquement vous êtes stressé. Je vous donne un exemple. Si vous prenez les premiers hommes, ils étaient la plupart du temps stressés parce qu'ils vivaient côte à côte avec les animaux. Donc ils avaient peur d'une attaque animale surprise. Donc la peur et la surprise, on est stressé. Si on prend le cas des soldats qui partent en guerre, à chaque fois ils sont stressés, vous les voyez fumer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur en fait d'une attaque de l'ennemi. Et cette attaque-là va être une surprise. Donc à chaque fois qu'il y a peur et surprise, stressé. Et maintenant, on a démontré que notre génération est celle la plus stressée, alors qu'on n'est pas en guerre, on ne vit pas avec les animaux. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la peur et la surprise. On a peur, mais de quoi? Du lendemain. Le lendemain, l'avenir, c'est toujours une surprise parce que c'est incertain. Et donc là, on vit toujours en quête de demain. Est-ce que je pourrais payer mes factures? Est-ce que je pourrais faire ceci? Est-ce que ma copine, ma femme, mon mari, mon copain ne va pas me quitter? Et tout ça, c'est
c'est la surprise parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc à chaque fois qu'il y a ces deux-là qui se regroupent, on est stressé. Et voilà, si on suit logique pour logique, après le stress, parfois il y a le burn-out, il y a l'anxiété, jusqu'à même atteindre le niveau de détresse. Et comme il a dit, il y a certains qui n'ont pas le même mindset, qui n'ont pas la même résistance face au stress. Et donc du coup, ça posait problème. Et parfois, notre société n'est pas trop, disons, est trop exigeant dans ce contexte. Parce que si on va, ce que j'aime appeler la méchanceté inconsciente, et juste pour rebondir à votre question, vous parlez de qui ont besoin du développement personnel. Je dirais les 8 milliards d'habitants de cette planète, mais plus précisément le système francophone, et pour être plus précis, nous, pays d'Afrique francophone. Pourquoi? Parce que je vous donne l'exemple du GAFAM. Les GAFAM sont les géants du numérique. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Si vous voyez ces 5 géants aujourd'hui qui contrôlent le monde, sont toutes des marques américaines. Il n'y a aucun Français qui en fait partie. Et ça, ce n'est pas parce qu'eux, ils ont des financements ou autres, mais c'est le système anglophone qui a toujours changé le monde. Pourquoi? Parce que ça commence dès le bas âge. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend la société francophone, déjà, quand on prend la langue française a 25% d'adjectifs de plus que l'anglais qui ne servent qu'à parler d'émotions négatives, qu'à critiquer. Surtout quand nous aimons les plateaux, critiquer la politique, opposition et autres. Et mieux, quand on parle des deux formes de société, dans le système francophone, nous pointons 8 fois de doigt ce que vous ne faites pas bien sur 2 fois ce que vous faites bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'enfant amène son report, son bulletin de notes, donc les notes, c'est bien 2 secondes, c'est pas bien 20 heures. Toujours sur le négatif. Un peu. Si vous avez félicitations, 2 jours. Si vous échouez 1 année. Parce que chaque jour, on vous dit quelque chose qui va vous rappeler que vous avez échoué. Alors qu'ailleurs, dans le système anglophone, c'est le contraire. Nous pointons 8 fois ce que vous faites bien, sur 2 fois ce que vous ne faites pas bien. Un autre exemple, toujours pour vous donner l'exemple que nous avons plus besoin du développement personnel. Aujourd'hui, si vous prenez le cas de l'estime de soi, dans estimer, nous avons le verbe estimare du latin qui renvoie à 2 choses. Donner une opinion et donner de la valeur. Ça veut dire que si j'emploie le verbe estimer dans la française, je dis que j'estime que nous faisons un bon débat, je donne une opinion à un fait. Maintenant, quand je dis que cette montre, je l'estime à 100 francs, je donne une valeur à un bien. Maintenant, de la même manière qu'on emploie le verbe estimer pour donner soit une opinion, soit une valeur, pour que la personne puisse avoir cette estime de soi, elle aura besoin de recevoir une opinion positive et une valeur positive. Maintenant, si l'enfant reçoit une bonne valeur, il a ce qu'on appelle un bon amour de soi. Et si l'enfant reçoit une bonne opinion, il a ce qu'on appelle une bonne image de soi. Et c'est l'image de soi et l'amour de soi qui sont les 2 piliers qui donnent l'estime de soi. Maintenant, le plus compliqué, pourquoi nous, on ne s'estime pas, c'est avec le ratio de Lozanda de 2,99 sur 1, et quand on a mis ça dans 3, ça dit en principe psychologique, on aura besoin de 3 critiques négatives pour supprimer une critique positive. En d'autres termes, si quelqu'un vous dit que vous êtes moche, il va falloir que 3 autres vous dites que vous êtes beau. Vous voulez dire 3 critiques positives pour supprimer une critique négative. Une critique négative, c'est ça. Donc si quelqu'un vous dit que vous êtes moche, il va falloir que 3 autres vous disent que vous êtes beau ou moche pour que vous puissiez supprimer l'idée que vous étiez moche. Maintenant, imaginez dans une société où on donne plus de critiques négatives que positives. Ça devient compliqué. C'est pourquoi on vit dans la frustration et c'est éternel. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle souvent on ne fait pas beaucoup de choses. L'Américain qui appelle son enfant, il l'appelle champion. C'est un champion en fait. Mais nous, on dit ça pas pour rêver. Comme il l'a dit en fait, parfois il y a des choses qu'on dit. Et des fois, on le dit même pas méchamment. Vous avez parlé de méchanceté inconsciente, mais au contraire, finalement, c'est comme c'est les personnes les plus proches dans notre société qu'on taquine le plus. Absolument. On ne penserait pas dire ce beau bourré à un inconnu comme ça, mais on le dit à la personne qui est le plus cher de nous. En tout cas, c'est beaucoup d'informations très importantes à avoir. J'aimerais rapidement revenir avec Dr. Lo, toujours en pensant au cas du drame de Sacré-Cœur. Justement, Coach Samba a parlé de l'éducation des garçons qui deviennent plus tard des hommes dans notre société. Une éducation qui est très particulière ici au Sénégal, parce qu'il l'a dit, le garçon est élevé comme un être limite qui n'aurait pas d'émotion. Dès qu'il pleure, le petit garçon de 5 ans lui dit « Go Woru Joy ». C'est ce qu'il entend à 5 ans. Et après, on s'étonne qu'à 35 ans, il ne soit pas capable de pleurer. Alors que depuis plus jeune, on lui a appris qu'en tant qu'homme, il ne devrait pas pleurer. J'aimerais vous poser la question par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de la masculinité toxique? Est-ce que c'est ça qui crée cette masculinité toxique dont on parle? Et comment briser
ce tabou par rapport à l'éducation masculine, pour ne pas avoir des gens qui sont, des hommes qui sont au bout du rouleau, comme ce docteur-là qui a fini par se suicider, ou d'autres hommes qui comprennent même cet acte-là parce que le vivent eux-mêmes. Peut-être qu'ils ne vont pas au bout de l'acte, mais le vivent eux-mêmes intérieurement. Comment est-ce qu'on change ça? En fait, d'abord, il faut partir du principe qu'en société, rien n'est définitivement donc figé. Donc tout bouge, tout change, tout devient, particulièrement parce que actuellement il y a beaucoup de représentations donc, sociales qui ne sont plus en tout cas de la même, en tout cas qui n'ont plus donc la même valeur qu'elles ont toujours eues donc dans le passé. Je peux parler donc en termes donc, de relations entre hommes et femmes. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. La femme ne devrait pas travailler, la femme ne devrait pas parler, d'avoir donc la voix, en tout cas haute, audible, etc., etc. Donc, il y a tellement donc d'interdits qui n'étaient rien d'autre que des construits sociaux. Ça veut dire que ce n'est pas lié, en tout cas, à la personne de façon innée, mais ce sont donc des acquis, en tout cas, qui ont été dans la société établis en termes donc de construit, pour évidemment créer la différence entre l'homme et la femme. Ça, c'est ce qu'on appelle donc des représentations. Comment un homme est représenté donc dans la société. Et d'ailleurs, l'élément le plus fondamental, c'est la domination. Et d'ailleurs, cette forme de domination même, l'homme le vit en son fond intérieur, à tous les moments donc de la vie, lorsqu'il est en relation avec une femme. L'homme veut être dominant. Oui. Même dans les relations sexuelles, si l'homme ne se sent pas dominant, il y a un problème. Automatiquement viennent les problèmes avec sa femme. C'est pourquoi d'ailleurs il est conseillé donc, dans les pratiques cultuelles donc, au départ, en veille de mariage, qu'on demande à la femme d'être docile, d'être ceci, de comprendre pour satisfaire en tout cas cette libido donc, de l'homme qui fait que sans cela, il ne se sent pas donc homme, il se sentira donc faible et il va déjanter. Alors donc pour vous dire que ça ce sont donc des formes de représentation, des modèles en tout cas de société qui sont établis, mais qui aujourd'hui au contact d'autres réalités telles que la modernité, telles que la mondialisation, commencent évidemment à perdre donc de leur sens. On commence maintenant à les dépasser au fur et à mesure. Donc c'est un changement certes très lent, ça peut évidemment d'un moment à l'autre disparaître, mais ça ne disparaît pas comme on peut le souhaiter donc ici et maintenant. Alors donc il va falloir que les gens continuent évidemment à faire donc l'introspection donc nécessaire par rapport donc à l'utilité donc de ces règles, à l'utilité donc de ces normes, en tout cas qu'il conviendrait donc de dépasser et qu'on les dépasse. Même en religion, il en est ainsi, mais à chaque fois qu'on constate que quelque chose a plus donc de mal donc dans la société qu'il aurait apporté donc des biens, on l'abandonne au profit donc, donc du bien-être de la société. C'est comme ça que les choses donc évoluent. Alors donc il faut simplement se dire que évidemment plus on avance, plus on prenne conscience de tout ceci, et évidemment les changements viendront. Mais d'ici et maintenant, c'est très difficile. Même en matière donc, de développement personnel, souvent je taquine donc mes amis, que si vous voulez que la personne soit développée, c'est-à-dire améliore donc ses capacités en tout cas technique, psychologie pour mieux faire face donc à la vie, pour mieux réussir et atteindre donc ses objectifs, dominer sa peur, etc., etc. Mais tout ceci ne peut avoir de sens que lorsque évidemment on développe donc ce qu'on appelle la personnalité collective. Alors parce que c'est dans cette personnalité collective que la personnalité individuelle a un sens. C'est la subjectivité n'a de sens que dans l'intersubjectivité. C'est-à-dire que quand je m'habille, c'est pour être apprécié donc à la limite de la meilleure donc des manières. Sophia tout à l'heure quand tu fais prendre donc, des photos, comme l'appelle la société donc des spectacles, c'est pour être apprécié positivement parlant. Mais si c'était pour toi-même, tu ne l'aurais pas fait. Non. Alors donc tu auras beau vouloir extérioriser en tout cas le mal-être qui est en toi pour pouvoir s'exprimer, mais il faut le faire aussi dans le cadre donc de la société. Parce que oui, on se dit que tu es libre, tu dois être capable donc de sortir nu dans la rue et que tu sors nu parce que tu penses que ta personnalité est développée. Cette personnalité, c'est toujours en relation avec la société. C'est en ce sens même qu'il est important. Quelles sont les attentes de la société par rapport à l'individu? Évidemment, qui permettent donc à l'individu de développer son intérieur, d'être fort pour adapter, donc pour évidemment être la réponse attendue donc par la société. Autrement, quelle que soit donc cette maîtrise que vous pouvez avoir donc sur la peur, etc., sur les émotions et le stress, et tu penses que je dois marcher, donc je dois faire ceci, etc., etc. Maintenant, je pense être
égale à moi-même, tu n'es pas toi-même sans la société. Parce qu'en dehors de la société, pour y vivre, comme le dit évidemment Aristote, il faut être donc Dieu ou brute. Il n'y a que donc un animal ou un Dieu qui peut vivre en dehors de la société. Donc tout ce que nous faisons, c'est par rapport donc, à la société, par rapport aux normes, par rapport au modèle de la société, le modèle présent. Maintenant, ce modèle n'est pas figé, ça change, ça évolue et ça devient. Des fois, on s'adapte donc au changement, ça c'est nécessaire. Mais quand on veut effectivement être nous-mêmes en dehors de la société, ce sera très difficile. C'est à ce niveau même où on est en conflit avec cette société. Et quand on est en conflit avec la société, on reçoit donc des ondes donc négatives et que ces ondes ont comme conséquence, en tout cas, des troubles donc de la personnalité chez l'individu et qui peuvent le conduire, donc à des cas extrêmes tels que donc, le suicide ou en tout cas donc, des drames du genre que nous constatons un peu partout donc, dans la société. Encore une fois, la société, quel que soit alpha, constitue en tout cas le seul creuset dans lequel la vie humaine est possible. Et que cela n'est possible que lorsque les règles du moment sont respectées, intériorisées et acceptées comme telles. Maintenant, dès l'instant qu'on pense autrement, occidental ou autre chose, parce que la culture n'a de valeur que pour celui qui la vit. Ce qui se passe donc en Europe peut avoir donc une valeur. Par exemple, quand on dit qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec donc la femme de son père, chez nous ça ne se fait pas. Mais peut-être en Occident, si tu peux coucher avec donc la femme de ton père, il n'y a pas de souci. Ça dépend donc de la conception que les gens ont de ces relations. Alors, du moment où ce n'est pas interdit, ce n'est pas un trouble chez nous. On peut le faire, on peut l'adopter, etc. L'inceste également, il y a des cultures qui l'acceptent. Bon, d'ailleurs, on dit que la seule valeur universelle, en tout cas autour donc, de laquelle tout le monde s'accorde, c'est l'inceste. Je pense. Hein? Partout, c'est banni, au moins donc, à ce niveau. Oui. Mais il y a des différences donc, de vie qui sont liées donc, à des cultures différentes. Par exemple, donc, la différence donc, des classes sociales qui existent. Chez nous, autrefois, il n'était plus question que le blanc puisse se marier avec le noir. Aujourd'hui, évidemment, cette clause, donc, cette barrière donc, est sautée. Donc, il y a des relations aujourd'hui de mariage donc, dans ce sens entre donc, les sexes. Donc, ça veut dire que, quelles que soient nos représentations, quelles que soient également nos règles et nos normes, les coutumes, etc., et nos manières de faire, de voir, de sentir, ça évolue au contact donc d'autres réalités au fur et à mesure. Tout à fait, tout à fait. Bon, je ne connais pas de pays où c'est toléré d'avoir des relations avec la femme de son père, mais par contre, lorsque vous parlez de l'inceste, moi ça me fait penser aux anciennes plutôt sociétés romaines, il y a très 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 longtemps dans l'Antiquité, où l'inceste était normal. C'est-à-dire que l'homme ne reconnaissait pas sa sœur, de sa cousine, de sa maman. Les relations se faisaient avec un peu tout le monde. Et ensuite, la religion est venue un petit peu... Mais sur la base de l'inceste que l'humanité a été créée. Que l'humanité a été créée. Donc, voilà. Quand tu prends Adam, donc les fils d'Adam, etc., et Ève, c'est sur la base de l'inceste que la société donc, a été bâtie. C'est maintenant que tout ceci a été banni. Exact. Et beaucoup par la religion, parce qu'à un moment donné, on s'est donné en tout cas d'autres idéaux donc, de vie et que les choses ont changé. C'est pour dire que rien n'est figé, ça peut bouger, ça peut changer, ça évolue, ça développe. C'est un bon exemple pour illustrer cela. Coach Samb, on va revenir un peu sur le développement personnel et sa popularité fulgurante actuellement. D'accord? C'est-à-dire que avec la modernisation, tout le monde a un téléphone, tout le monde presque a un ordinateur, tout le monde lance des vidéos et lance des appels à coaching. Ce que j'appelle appel à coaching, c'est des gens qui ont des vidéos de motivation sur les réseaux sociaux, qui acquièrent un certain nombre de vues, etc. Et qui finalement changent leur nom sur les réseaux sociaux en coach tel, tout simplement. Et donc se mettent à coacher les gens. Certaines personnes sont sceptiques par rapport à votre discipline parce que justement à cause de cette popularité, parce que c'est accessible, parce qu'on a l'impression que tout le monde se reconvertit en coach de vie ou de développement personnel. Alors, moi j'aimerais vous poser la question. Déjà, qu'est-ce qui fait la différence? Aider un peu les gens à savoir comment reconnaître un vrai coach de développement personnel, quelqu'un qui est là vraiment, qui maîtrise la discipline, qui a ces notions en psychologie, sociologie et socio-psychique, plutôt que de quelqu'un qui surfe un peu sur la vague et en profite pour se reconvertir en coach love, Dr Love. Oui. Sophia, je pense que c'est une question assez pertinente, mais avant, vous allez juste me permettre de rebondir sur ce qu'il vient de dire, effectivement. Parce que quand on parle du développement personnel, c'est universel, mais aussi, comme il a dit, il faut l'adapter à nos réalités socio-culturelles.
Parce que même chez nous, je ne sais pas en tout cas ce qui se fait ailleurs, mais chez nous, nous enseignons à nos coachés la différence entre l'individu, la personne et l'homme. Donc l'individu venant de individuum, qui signifie indivisible. Donc l'individu, c'est un être qui est égoïste et qui pense qu'il peut se suffire à lui seul. Donc pour vivre en société, on leur donne des outils, des valeurs, en tout cas des notions qui leur permettent de devenir des personnes. Parce que quand on prend l'étymologie de personne, ça vient de persona qui signifie masque. Donc en réalité, l'ensemble des valeurs que vous avez acquises de l'éducation, de la religion, dans la famille, en tout cas dans toutes les structures où on peut apprendre des valeurs, des notions, des connaissances, des compétences. Donc ceci va constituer comme une sorte de masque que l'individu va porter afin de mieux intégrer la société. Donc la réussite ne peut et ne saurait être individuelle. Mais aujourd'hui on parle des self-made man. Oui. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas parce qu'il y a déjà le cadre qui a été créé par l'État. En tout cas, même si c'est quelqu'un qui vous a mis en rapport avec Sophia pour l'invitation, ne serait-ce que ça, vous n'êtes pas self-made man car quelqu'un qui a aidé directement ou indirectement. C'est ça. Donc, comme il a dit, il faut adapter. Il faut l'adapter encore une fois et ne pas aller vers la voie du coaching avec le système capitaliste. Avec les Américains, parce que ça rime aussi avec leur système. Eux, ils sont dans le système capitaliste, donc toutes les disciplines aussi vont aller dans ce sens. Maintenant, pour revenir à la reconnaissance, je dis souvent qu'on a des mentors, on a des motivateurs, on a aussi des coachs. Et les mentors, par exemple, si j'étais un psychologue et que je venais de terminer, Dr Lo pourrait être mon mentor parce qu'il a capitalisé plusieurs années d'expérience. Donc dans ce cas, il peut, grâce à son expérience, être un mentor de quelqu'un qui vient de démarrer pour l'épauler. Donc il n'a même pas besoin de faire disons, une certification pour devenir un mentor un peu. Maintenant, pour un motivateur aussi, il suffit juste d'avoir un peu d'expérience, d'avoir les mots qu'il faut à la place qu'il faut, de savoir toucher là où il le faut. Et je pense qu'au Sénégal, on a plus de motivateurs en fait. Même certains, ils vont sur YouTube, parcuriser les discours d'autrui et venir répéter la même chose. Ah oui, maintenant, pour que ça puisse motiver une personne ou deux, si les gens en tout cas parviennent à s'y identifier, bon, tant mieux. D'une part, tant mieux. Mais bon, pour être coach aussi, il faut d'abord faire des certifications. Parce que être coach, c'est un titre. C'est une certification. Je suis coach en développement personnel. Je peux être un développeur personnel, comme il dit, mais pour se faire appeler coach, il va falloir aller vers des certifications. Maintenant, la différence va se sentir au niveau des outils. Vous savez, quand vous êtes en face d'un motivateur, il vous tient un discours qui vous motive. Mais comme je le dis, la motivation, elle est éphémère. Et ça dure maximum 21 jours. Passez les 21 jours, si vous ne faites pas des actions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs et que de passer de la motivation à la détermination pendant les 21 jours, vous retournez au stade 0. Et donc, ce qui fait que parfois les gens sont un peu sceptiques parce qu'ils participent à beaucoup de séminaires, beaucoup de séances de coaching, mais après ils se rendent compte que voilà, ils sont les mêmes personnes, même niveau de démotivation et tout. Alors que le coach, à chaque fois qu'il aborde une thématique, par exemple, dans la méthode classique, nous avons 8 étapes en développement personnel et on a des sous-étapes. Les étapes, c'est la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle, les attitudes et comportements, les personnalités, le réseautage, le leadership et prise de parole. Maintenant, on a d'autres sous-étapes, ce qu'on appelle la gestion du stress au travail, gestion des conflits, gestion du temps, ça sont des sous-étapes. Il faut juste comprendre par là que le coach, à chaque fois qu'il termine une étape, il vous donne des outils. Le coach, il est outillé. C'est-à-dire, il ne va pas parler comme ça, quoi, faire du pilotage à vue. Il vous donne des outils comme ça, même s'il n'est pas là, chez vous, vous pouvez les appliquer et que ça marche. Par exemple, en connaissance de soi, il y a un outil qu'on donne aux étudiants souvent, qu'on appelle la fenêtre de Johari. Donc c'est un outil, une matrice qu'ils vont employer, même chez eux, remplir les 4 cases pour pouvoir identifier le niveau de connaissance personnelle. En estime de soi, tout à l'heure, j'ai parlé du ratio de Lozanda. En intelligence émotionnelle, dans chaque partie, il y a des outils que nous donnons. Et donc là, les résultats vont être palpables. Vous voyez un peu. Maintenant, on ne va pas bannir carrément les motivateurs. Et en tout cas, je les encourage d'aller vers des certifications pour eux-mêmes déjà, mais aussi pour les gens qu'ils prétendent aider. Parce que parfois, c'est dans la frustration, surtout parfois les coachs en entrepreneuriat, un jeune qui veut entreprendre, qui veut créer de la valeur, qui n'a pas encore démarré. Et même avant de démarrer, voilà, il croit qu'il doit passer par des séances de coaching. Et donc, le minimum qu'il a pu collecter quelque part, il investit dans le coaching.
et au finish, il ne trouve aucun résultat. Déjà, il ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il a déjà payé tout son argent dans les ateliers de coaching. Et là aussi, il ne trouve pas le niveau de développement personnel qu'il a souhaité. Maintenant, il y a aussi un dernier outil qu'on appelle le storytelling. Et je pense que c'est ce que les motivateurs ont plus ou moins maîtrisé. Et malheureusement, nous, on avait un projet qui consistait à aller vers les entrepreneurs à succès, mais qui sont au Sénégal. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Tout simplement parce qu'au Sénégal, d'après nos réalités, on dit, bon, tchat, baroul, il faut se cacher. Donc, déjà, pour avoir un rendez-vous avec un entrepreneur à succès, voilà, c'est entre la croix et la bannière. Parce qu'on n'arrive pas. Parce que nous, on se rend compte à chaque fois dans nos séminaires, on parle de success story des Occidentaux. Et on voulait mettre en place ce projet pour avoir le storytelling de nos héros qui sont là, qui ont réussi, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais quand même, si juste un mot, une histoire peut permettre à quelqu'un de devenir une meilleure version, je pense que ceci en vaut la peine. Aujourd'hui, on parle des soft skills. Nous tous, on a fait des formations par rapport à des domaines différents, mais parfois ce sont les soft skills qui font la différence. Il y a beaucoup de psychologues, mais est-ce que tous les psychologues peuvent parler comme d'autres? Donc tous les psychologues ne peuvent pas être ici dans ce plateau. Donc peut-être c'est un soft skills en plus de parole qui lui a permis d'être là. Maintenant, au-delà des compétences et connaissances psychologiques. Quand vous parlez de soft skills, juste pour les gens comprennent, c'est des capacités, j'ai envie de dire un peu innées ou des aptitudes personnelles qui vous permettent donc de traverser ou d'aller plus loin que d'autres. Comme la communication, l'anglais, les outils informatiques, voilà, sont des soft skills qui accompagnent vos compétences pour vous permettre d'être opérationnel. J'aimerais rebondir pour terminer avec vous, Dr Lo, par rapport à l'explication que vous nous avez donnée tout à l'heure, comment se créent certains troubles psychiques et psychologiques chez la personne. Et on a vu à travers vos explications qu'on peut souvent tout retracer ou retracer une majorité des faits dans l'éducation. L'éducation de base, que tout se crée à ce niveau-là, quand l'enfant est éduqué par ses parents, à quoi est-ce qu'il est exposé, etc. C'est là qu'il se forme sa personnalité. J'aimerais savoir, est-ce que par contre, il y a des troubles qui peuvent venir avant même cela, qui peuvent être génétiques, héréditaires, innés, on est juste avec, et que la personne a ces troubles en venant même au monde. Et comment les détecter justement? Comment détecter? Parce qu'avec le drame de Sacré-Cœur, il y a beaucoup de femmes en tout cas qui ont pris peur, il faut le dire, qui ont pris peur de se dire que vivre 15 ans avec une personne, c'est quand même une bonne partie de vie. On n'ose pas dire sans savoir parce qu'on ne sait pas les faits, on ne sait pas si la femme en question était au courant des troubles de la personne avec qui elle a partagé sa vie et ses enfants défunts aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a une peur qui s'est un peu instaurée. Comment est-ce qu'on détecte qu'il y a un dérèglement psychologique chez une personne très tôt? Comment est-ce qu'on le détecte? Est-ce que ça peut se soigner? Malheureusement, en général, au Sénégal, comme l'on dit, quand on va devenir fou, on vous aide même à le devenir concrètement. C'est-à-dire que dañ lay ràngati. C'est-à-dire que souvent, il y a des formes donc, de comportement comme réponse à un comportement qui n'ont de sens ou qui n'ont de résultat que de l'enfoncer. C'est-à-dire que l'individu va devenir davantage, en tout cas, chronique donc, dans son comportement. Parce qu'évidemment, il n'a pas été aidé, il n'a pas été compris au départ, etc., etc. Alors que quand quelqu'un aspire à être compris et qu'il est mal compris donc, dans la société, évidemment, il peut vraiment d'une manière ou d'une autre dévoyer. C'est pourquoi il est important qu'au sein donc, des familles, que ce soit en tout cas la famille étendue ou la famille nucléaire, qu'on apprenne évidemment à comprendre donc, les autres. C'est-à-dire les autres dans les types de relations que nous entretenons. Quand quelqu'un commence à changer automatiquement, tu le sens. Et en général, avec l'addiction, en tout cas au net, au portable, les gens préfèrent avoir donc les relations avec des objets qu'avec donc les humains. Tout à fait. Et ça, ce sont donc des formes, en tout cas asociales, qui donnent en tout cas le ton par rapport à la déperdition donc, de l'individu. Alors il y a toujours donc des signaux qui sont là et qu'il faut comprendre. Mais non, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers donc, des thérapeutes. En tout cas, d'aller se faire soigner comme il est permis d'aller se faire soigner au niveau des hôpitaux. Aujourd'hui, beaucoup donc, de monde,
En tout cas, au Sénégal, je vous dis, la plupart donc, du temps, il y a des malades, en tout cas au sein de nous-mêmes. Je peux en être un, quelqu'un d'autre, etc. Parce qu'on est stressé, on est troublé quelque part et nous vivons notre mal-être sans pour autant donc, le partager. Alors donc, il y a des psychosociologues, des psychologues, des thérapeutes qui existent, qui ont donc des cabinets, en tout cas, de conseils dans le cadre donc, du mariage, autre chose comme ça, que ça se passe. Dès l'instant que vous trouvez quelque chose d'anormal chez le conjoint ou la conjointe, il faut aller, en tout cas, en discuter avec autrui. C'est comme s'il faut se faire soigner par un médecin qui te ausculte, qui cherche à comprendre comment, etc., pour te faire revenir en te faisant acquérir de nouvelles compétences sociales. Parce que si on manque de ces compétences sociales, ce sera très difficile donc de vivre en société, de vivre en groupe, en famille ou également dans le couple. Et en général, malheureusement, on pense qu'aller voir donc un thérapeute, un psychologue, c'est évidemment signe donc de folie. De faiblesse. Et malheureusement, on fait souvent ce qu'on aurait dû éviter ou on évite ce qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire donc d'aller se faire consulter pour se soigner, pour être ramené en tout cas à la normalité donc d'un être humain qui vit en société, parce qu'on est en train donc de perdre, en tout cas de disjoncter d'une manière ou d'une autre sans le savoir. Et l'individu s'autodétruit le plus souvent sans le savoir. Il persiste donc dans sa conviction. S'il est acariâtre, il va devenir davantage acariâtre au fur et à mesure qu'il avance. Alors donc, à nous donc de mettre l'accent là-dessus, d'observer donc nos semblables et de les assister parce qu'ils ont besoin donc de secours, d'assistance donc sociale. Malheureusement, dans les familles étendues, il y avait donc la grand-mère qui était là, qui pouvait intervenir, defal-le, comme on dit en Wolof, indiquer-le pour que tu deviennes en tout cas normal. Mais sans ça, il y a beaucoup de fous qu'on traverse, qu'on rencontre un peu dans les coins de rue. Peut-être s'il y avait une assistance au départ, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, j'aimerais vous remercier tous les deux pour cette émission très importante avec beaucoup d'informations sur la santé mentale. J'aimerais vous remercier aussi, vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi votre émission Idées. Cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur ITV.